Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom c'est Steve Larose et bienvenue à l'épisode 8 de Focus PME. Aujourd'hui, comme premier point, j'aimerais parler de savoir s'adapter. Comme la vie sur Terre, la façon qu'elle a pu se rendre aussi forte qu'elle est en ce moment, c'est justement à cause qu'elle avait une bonne capacité d'adaptation. C'est la sélection naturelle, comme on dit. Et en tant qu'entrepreneur, on doit aussi s'adapter et trouver des façons de survivre et de prospérer. Je pense que le changement, justement, c'est la seule chose qui est stable dans la vie. Je pense pas qu'il y a rien d'autre qui va être là toujours. Donc, faut l'apprendre à l'apprivoiser et voir en tant qu'opportunité, même si des fois c'est difficile. Surtout dans une situation comme en ce moment qu'on vit avec la pandémie, ça nous a tout arrivé dans la face d'un coup, donc c'est pas le fun. Oui, on perd de l'argent, tout le monde pas mal, les entrepreneurs étant durement touchés. Donc, mais comment qu'on s'en sort? C'est souvent les thèmes que je parle dans mes vidéos, mais c'est parce que j'essaie d'amener un côté positif justement et le changement a toujours été là puis il va toujours être là. Donc, puis je suis pas expert dans votre domaine, donc c'est vous qui devrez vous faire votre propre diagnostic, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour survivre, qu'est-ce qu'il faut, quelle opportunité qui s'offre à vous face à la situation. Donc, puis c'est pas facile, hein. Il y a des grandes entreprises qui avaient plusieurs têtes qui pensaient, plusieurs têtes dirigeantes qui travaillaient ensemble, qui n'ont pas trouvé la solution ou qui n'ont pas eu le courage de se positionner à temps. Je donne des exemples, comme exemple Kodak, la compagnie de caméra qui n'a pas survécu. Parce que si je ne me trompe pas, leur technologie, qu'est-ce qui leur différenciait des autres, c'était leur film là, de photos qu'on mettait dans la caméra et quand on avait fini, on la rapportait au magasin pour qu'ils puissent finir les photos. C'était ça leur technologie, puis il y avait une redevance sur tous les autres. Je crois que c'était ça. Donc, évidemment, quand le numérique est arrivé et les caméras ont tout switché en mode numérique, ils ont perdu complètement leur avantage concurrentiel. Mais pourquoi c'est pas eux qui ont développé le numérique en premier? Ça, on ne le saura jamais. C'est les gens qui dirigeaient l'entreprise qui le savent pourquoi ils ne l'ont pas fait. Il y a Blockbuster aussi, compagnie de location vidéo, surtout aux États-Unis. Ils n'ont pas su faire face aux vidéos streaming et en ligne. Ils ont même eu, je crois, la possibilité d'acheter Netflix dans les premières années de Netflix pour vraiment pas cher pour qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas décidé de pas faire le move. Donc, ça leur a coûté la compagnie au complet. Donc, faut comprendre que ces situations-là arrivent. Il va toujours arriver. Donc, quoi faire pour justement pas que ça nous arrive, qu'on puisse prendre notre entreprise et qu'elle puisse prospérer à long terme. Mais il faut savoir s'adapter. Puis, je parle de ça aujourd'hui parce que justement, j'ai eu une entrevue hier avec la télé communautaire de la Basse-Lièvre. On a parlé justement par rapport à nos propres business qu'à travers les âges, on s'est beaucoup adapté, on a beaucoup changé. Mon grand-père est parti de notre première entreprise familiale qui existe encore, qui est notre principale. Mais au départ, c'était un encan d'animaux. Il encantait la vente et l'achat d'animaux pour les gens. Donc, par la suite, ça est devenu un marché aux puces. Pour ceux de la région, l'Ancan-la-Rose, ils connaissent en Outaouais. Par la suite, on a fait un centre d'achat. On a eu pendant une dizaine d'années une épicerie. On a eu une compagnie de guichet automatique. Maintenant, j'ai une agence marketing. On a un resto-bar. Et le gros de notre business maintenant, c'est l'immobilier commercial. Donc, c'est pas en tout ce que mon grand-père a fait au départ, mais à travers le temps, on a su, par l'opération de nos choses, voir les opportunités et sauter dedans quand il y avait une bonne... on avait un bon feeling pour. Donc, honnêtement, il y a des choses qui n'ont pas survécu, mais il y a des choses qui perdurent jusqu'à date. Puis je pense que c'est notre force justement. On a su s'adapter à travers les âges et pas tenir à tout prix à quelque chose qui n'était pas... exemple, en cas d'animaux, à un moment donné, c'était plus profitable énormément. Donc, on a décidé d'abandonner puis focuser plus sur les marchés aux puces dans les années 80. Donc,
on n'a pas tenu à notre bijou de départ jusqu'à la fin parce que si c'est plus quelque chose qui est rentable ou quelque chose qui vaut la peine, il faut être capable de changer et passer à d'autres choses. Mais ça implique aussi justement de sortir de notre zone de confort. Ça, c'est souvent le problème que les gens ont. Ils veulent pas sortir de leur zone de confort. Surtout si on a eu une réussite dans ce domaine-là puis ça marche bien. Mais là, on entend souvent parler, ah là, mon projet d'affaires fonctionne, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que ça fonctionne. Fait que non, ça fonctionne. Mais ça fonctionnait. Peut-être que ça ne fonctionne plus maintenant. Donc, faut être prêt à toujours revoir notre plan d'affaires puis nos objectifs personnels ou d'affaires. Faut pas avoir peur de, des fois, tout déchirer pour recommencer avec une page blanche. Donc, c'est un peu ça que je voulais parler. Donc, savoir trouver les opportunités, les menaces, bien les identifier, être capable de sortir de notre zone de confort et pas tenir à tout prix au modèle de base parce que je pense qu'il n'y a pas rien qui survit s'ils font pas ça. Vraiment. Comme dernier exemple par rapport à ce sujet-là, j'ai bien aimé ça. C'est un exemple que mon père avait dit dans les années, la dernière récession 2008-2009, quand il y a eu beaucoup d'investissements gouvernementaux face aux industries d'automobiles. Si dans le temps, quand les automobiles ont été inventées, les compagnies calèches, eux autres qui dominaient côté transport terrestre, donc à part les trains et tout ça, mais vraiment, si les compagnies calèches, si on les aurait pas, si on aurait essayé de maintenir cette industrie-là artificiellement, ça n'aurait pas plus fonctionné parce que la technologie était rendue aux autos de toute façon. Elle surclassait complètement le calèche, donc ça a complètement remplacé l'industrie, puis là on parle plus de la même chose, donc c'est un bel exemple de changement, que ça a changé complètement la donne. Je pense que le commerce électronique fait la même chose aux entreprises locales, donc il faut être capable de s'adapter, et nous aussi faire partie du jeu du e-commerce parce que c'est mon humble avis, donc savoir s'adapter à cette situation-là. Il y a d'autres choses qui s'en viennent dans le transport. Est-ce que le transport automatisé avec l'intelligence artificielle qui va conduire va remplacer tous les chauffeurs de camions? Peut-être. Si j'aurais une compagnie de transport, je lirais beaucoup sur le sujet parce que est-ce que c'est quelque chose qui va mettre complètement en péril mon entreprise? Ça vaut la peine de s'attarder à s'informer sur le sujet. Donc, je pense que votre travail à chacun d'entre vous, c'est justement d'étudier le futur de votre industrie et pour prendre acte des menaces et aussi de passer des opportunités. Donc, ça, c'est le premier. C'est mon premier sujet de savoir s'adapter. L'autre point, comme à chaque semaine, là, je réponds à des questions que vous me soumettez côté plus marketing. Et cette semaine, je voulais parler plus d'une question qui me revient quand même assez souvent. Une question existentielle, je dirais. Combien qu'on dépense en publicité? C'est quoi je devrais investir c'est quoi mon budget que je devrais mettre en publicité? Il y a beaucoup d'agences qui vont dire X montant ou il faut que tu fasses tel calcul. Puis oui, c'est important. Là, il y a la mathématique à regarder. Il y a le coût d'acquisition, il y a la valeur, j'ai le terme anglais, c'est pour ça que je les écris en français, valeur à vie d'un client, le coût par marchandise ou unité vendue, c'est des choses qui doivent être respectées évidemment. Puis on va y revenir dans une autre vidéo plus technique parce que ça vaut vraiment la peine de s'attarder, mais à la base, je pense que au plus simple possible, là, c'est ça la vraie question, je pense que les gens posent, c'est comment de profit je fais et combien de ce profit-là je suis prêt à laisser à investir pour peut-être y avoir plus de ventes, parce que s'il n'y a rien de sûr avec du marketing, c'est une science humaine, donc c'est pas une science mathématique, même si on met de la mathématique, et la mathématique aide à avoir des bons résultats. Au bout de la ligne, c'est quel montant vous êtes game d'investir et de risquer pour des revenus futurs. C'est ça que c'est en fond. Fait que au bout de la ligne, c'est une question de gut feeling de comment êtes-vous game d'investir dans le futur. Si vous êtes plus c'est un petit peu comme les investissements, est-ce que vous êtes plus dans
profil risqué ou profil conservateur. Donc, ça, j'ai d'autres agences qui vont dire que c'est pas une belle approche à mettre les émotions là-dedans, mais honnêtement, là, c'est pour des revenus futurs pas certains, parce qu'on ne sait pas ce qui arrive dans le futur. Donc, quand tu as toute ton énergie dans l'entreprise, puis là, tu vas prendre l'argent que tu gagnes, tu vas en donner une partie en marketing, c'est une question de feeling, c'est une question de gut feeling, puis il y a de l'émotion. Là, on ne pourra pas l'enlever. Donc, c'est pour ça, moi, je dis, regarde, qu'est-ce que tu es prêt à investir de ton profit? Parce qu'il ne faut pas arriver avec un chiffre, dire 100 000, mais tu fais 50 000 de profit, ça n'a pas d'allure. Donc, quel pourcentage de ton profit tu es prêt à investir? Puis après ça, là, on va mettre les calculs là, de comment tu as dépensé par unité vendue. Donc, la job du gars de marketing en arrière, après, c'est de prendre cet investissement-là puis d'essayer d'optimiser les résultats. Donc, augmenter le nombre d'unités vendues pour la même dépense, réduire le coût d'acquisition de chaque client, d'augmenter la valeur à vie d'un client, c'est comment de fois qu'il va venir racheter chez vous. Donc, ces mathématiques-là viennent après le gut feeling, je pense, de dire comment j'investis. C'est certain, quand on pense à long terme, souvent dans mes stratégies, je ramène souvent le long terme, comme vous avez pu le remarquer. J'aime mieux y aller graduel. Donc, une entreprise qui démarre, justement, pas beaucoup de ventes. Donc, investis pas beaucoup. Là. Commence pas, à part si tu as de l'argent en arrière et tu es prêt à rouler 2-3 ans avec ta propre argent. Là, vas-y, mais c'est encore là, c'est jouer au casino, là, on le sait pas. Parce que même le meilleur marketeur au monde peut avoir une super stratégie que sur papier, là, ça fonctionne énormément. Puis on y va, puis ça marche pas. Pourquoi? Il y a des données du marché qu'on n'a pas prévues. C'est dans le futur, donc on ne peut pas prévoir tout. Je pense que le meilleur marketeur va être capable de reconnaître puis ajuster ça, puis réduire les dépenses s'il voit que ça ne fonctionne pas. Pour revenir à savoir s'adapter, je pense que c'est la meilleure solution. Donc, à ce temps, une fois que les revenus roulent, là, tu peux commencer à augmenter l'investissement en suivant les résultats. Parce que c'est là qu'est la meilleure recette. C'est si tu vois que tu pousses sur telle campagne ou tu pousses sur tel levier de marketing et ça fonctionne. Là, ça vaut la peine d'augmenter l'investissement. Donc, encore là, c'est savoir s'adapter et travailler sur le long terme, créer un momentum. Je répète souvent la même chose parce que je pense que c'est Pierre Pellado, le père, qui a fait un livre qui est Keep It Simple, Stupid. Donc, gardez les choses simples. Lui, il restait stupide, il se parlait à lui-même pour ramener justement les choses simples. Il y a beaucoup de données sur Internet. Ça aussi, j'entends souvent parler de ça. Il y a beaucoup de gourous ou de recettes miracles ou de formations. Mais on vient tellement perdu avec tout ça. Là, surtout quelqu'un qui n'est pas dans le marketing, là, il est débordé. Donc, il revient à la base. C'est quoi je devrais faire? C'est quoi je devrais penser? Je ne le sais pas. J'ai pas le temps d'y penser. Donc, partez plus petit. Créer un momentum. Une fois que que ça fonctionne, là, vous pouvez accélérer. Peser sa pédale, comme on dit. Donc, je pense que c'est la meilleure chose. C'est pas... c'est ça. C'est pas d'arriver puis de flower 50 000 $ en campagne sans trop savoir si ça va marcher tout ça. De là, je pense que c'est l'expérience qui donne les meilleurs atouts qu'on peut avoir. Donc, c'est ça. Keep it simple, savoir s'adapter et trouver les opportunités quand il y a des changements. Je pense que c'est un beau résumé de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à, si vous avez des questions justement comme celle d'aujourd'hui, soumettez-les-moi. Par message privé, commentaire ou par directement sur mon courriel au steve@commercialcavendre.com. Donc c'est ça. N'hésitez pas. Bonne journée, bonne semaine. Portez-vous bien. Lâchez pas, travaillez fort. Bonne journée, bye bye.